Non, je pense à lui tous les jours. Et c'est devenu vraiment grave. J'ai fini par me procurer du fentanyl et je l'ai tué. Et c'est ce qui est arrivé à Corey Big Horse Harrison. Et pourquoi Rick prétend-il que la vie de son fils a été détruite? Pensez-vous que Corey mérite une seconde chance? Écrivez 1 pour oui ou 0 pour non dans les commentaires. Enfin, la vérité sur cette tragédie familiale éclate au grand jour. Et ce que nous avons découvert est incroyablement tragique. La vie et la crise familiale de Corey Harrison. Avec l'intensification des litiges juridiques et les graves conflits entre les membres de la famille, la situation de la famille Harrison est devenue de plus en plus complexe. L'entreprise familiale, autrefois prospère et mondialement connue grâce aux stars du porno, se retrouvait désormais au cœur d'un conflit juridique acharné et médiatisé. Tandis que supporters et spectateurs étaient stupéfaits de voir la famille autrefois soudée se désagréger sous leurs yeux. La salle d'audience devenait un nouveau champ de bataille où chaque partie présentait ses arguments. Rick Harrison était au cœur du conflit. Un homme réputé pour son sens aigu des affaires et sa capacité à s'enrichir grâce à des objets rares. Il avait transformé le prêteur sur gage familial en une entreprise florissante et en fut le porte-parole pendant de nombreuses années. Mais cette fois, il défendait sa propre réputation, au lieu de falsifier le prix d'un objet coûteux. La communauté fidèle des fans de la série a été ébranlée par l'accusation de trahison de sa mère, Joanne Harrison. Dans la plainte qu'elle a déposée, Rick est présenté comme un homme qui l'a exploitée à un moment où elle était la plus vulnérable. Joanne a déclaré que Rick l'avait forcée à signer des papiers par lesquels elle renonçait à sa participation majoritaire dans le prêteur sur gage d'or et d'argent, après qu'elle eut connu de graves problèmes de santé au début des années 2000 et qu'elle se soit réveillée du coma. Elle a alors expliqué qu'elle regrettait cette décision et qu'elle n'avait pas pleinement conscience de l'étendue de ce qu'elle avait signé à l'époque. Rick, cependant, a contesté avec véhémence toute faute. Il a affirmé qu'il n'y avait eu aucune fraude dans la procédure et que les documents étaient parfaitement équitables. Il a affirmé que sa mère avait été incitée par d'autres forces à le poursuivre avec des accusations infondées afin de provoquer un drame inutile. L'équipe d'avocats de Joanne s'y est opposée. Elle a volontairement renoncé à sa part et n'avait pas les bases juridiques pour se battre pour obtenir cet accord tant d'années plus tard. Bien qu'il ait tenté de se présenter comme une victime, les accusations ont indéniablement porté atteinte à sa réputation. Pawn Stars, une affaire judiciaire privée et célèbre. Il est vite apparu que le préjudice allait bien au-delà de l'aspect financier, car le litige juridique s'est poursuivi et a profondément divisé la famille Harrison. Les membres de la famille ont pris parti, et cette dispute amère a rendu presque impossible la survie de la famille. Les téléspectateurs de longue date de Pawn Stars, habitués à la dynamique de la famille Harrison, se demandaient si le prêteur sur gage lui-même supporterait les conséquences d'un conflit aussi violent et émotionnel. Cependant, ce n'était pas la seule controverse concernant Pawn Stars. Un autre conflit important éclata au sein de l'entreprise, tandis que Rick devait faire face à des problèmes juridiques à son domicile. Il s'agissait du personnage le plus populaire et le plus drôle de la série, Austin Chumley Russell. Les fans étaient stupéfaits. Jamais ils n'auraient imaginé que ce sympathique ami serait impliqué dans un problème juridique aussi grave. Chumley finit par accepter une comparaison pour éviter une longue peine de prison. Mais l'atteinte à sa réputation et à celle du prêteur sur gage était déjà justifiée. Parallèlement, le vieil homme, Richard Harrison, regrettait plus que jamais son absence. Jusqu'à sa mort en 2018, il était la force solide et fiable qui maintenait l'entreprise. L'entreprise avait bénéficié de sa longue expertise, de son esprit vif et de son implication. Les fondations du prêteur sur gage d'or et d'argent semblaient s'effondrer à cause de son absence. La popularité de Pawn Stars reposait sur un mélange unique de sens des affaires, d'histoires fascinantes et de divertissements divertissants. Le public a apprécié. Observer Rick Harrison et son groupe examiner des objets rares, fermer des boutiques et explorer les histoires fascinantes d'objets étranges. Mais la dynamique familiale contribua également grandement à la popularité de l'émission, qui dépassait les activités routinières du magasin. Un élément chaleureux et sympathique était le programme, enrichi par la dispute inévitable entre Rick, son père Richard Oldman Harrison et leur employé de longue date, Austin Chumley Russell.
Le vieil homme donnait des instructions et de la discipline. Rick était l'homme d'affaires avisé et Chumley, l'étrange variante. Il commettait souvent des erreurs dans l'accomplissement de ses tâches, mais le public le trouvait néanmoins attachant. La réalité en coulisses, cependant, était tout sauf réjouissante, malgré l'humour de façade du spectacle. Des problèmes personnels surgirent à mesure que l'entreprise se développait et que le nombre de téléspectateurs atteignait le million. Ce qui n'était au départ qu'une maison de fous familiale devint rapidement le cœur d'une affaire judiciaire très privée et célèbre qui allait changer la vie de Harrison à jamais. Joanne Harrison, la mère de Rick, déposa une plainte retentissante qui déclencha la colère. Le litige reposait sur l'accusation selon laquelle Rick l'avait privé de son autorité légale sur le manège et l'avait utilisé dans un moment de vulnérabilité. Joanne affirmait que Rick, après s'être réveillé du coma au début des années 2000, l'avait persuadé de céder ses 51% de parts du manège, sans avoir conscience des conséquences de sa décision. Elle laisse rester silencieuse pendant des années. Mais après le décès de Richard Harrison en 2018, la situation s'est envenimée. Joanne a affirmé que Richard devait lui céder le contrôle total de l'entreprise en lui cédant 49% de ses parts. Cependant, lorsqu'elle a tenté de réclamer sa part, elle a constaté que Rick n'avait pas soumis les documents nécessaires. Elle a également affirmé ne pas pouvoir obtenir une comptabilité complète, concernant des espèces et de l'argenterie d'une valeur de plus de 500 $, qui, selon elle, lui appartenaient, et s'être vu refuser l'accès à ses données bancaires. Le litige a rapidement dégénéré en conflit, et Joanne a porté plainte contre son propre fils. Dans sa plainte, elle exigeait non seulement une part de la société, mais aussi une clause exceptionnelle pour empêcher Rick de céder des actifs sans son consentement. En présentant Rick comme quelqu'un qui avait exploité des failles juridiques et des tromperies pour prendre le contrôle total de la maison de l'horreur et ainsi l'exclure complètement, elle a donné l'impression d'une trahison. Cependant, Rick a rejeté avec véhémence ces accusations. Il a affirmé que sa mère avait volontairement transféré ses biens à l'entreprise des années auparavant et que tout était équitable. Il prétendait qu'elle était sous la pression d'autres personnes, notamment des avocats ou d'autres membres de sa famille, qui lui résistaient devant les tribunaux afin d'obtenir des avantages financiers. Selon lui, il ne s'agissait que d'un regrettable conflit familial inutilement mis en lumière. La famille Harrison était profondément divisée par la poursuite du litige. L'entreprise familiale, autrefois très unie, a été irrémédiablement détruite par la prise de contrôle de la famille. Il était difficile pour les téléspectateurs de longue date de voir les turbulences qui se déroulaient en coulisses avec la dynamique familiale qu'ils connaissaient à la télévision. Et le caractère public de la fée aggravait encore la situation. Des litiges juridiques et des accusations répétées, c'était plus qu'un simple drame familial. Nous étions impliqués dans une dispute, et l'entreprise elle-même était en train de s'effondrer, surtout quand la situation semblait irrémédiable. La Fondleheiser a enregistré un solide retour sur investissement grâce à la pandémie de COVID-19. L'entreprise, qui générait auparavant plus d'1 million de dollars par an, n'a généré que 37,0 $ en 2020. Mais même cette perte financière ponctuelle est insignifiante comparée aux tragédies personnelles subies par les personnes impliquées dans l'émission. Chumley est le sujet de cette interview. Pendant de nombreuses années, il a joué le rôle comique de Dare Person, un rôle peu brillant, mais qui lui a néanmoins permis de conserver son poste. Mais au-delà du cinéma, une autre histoire se raconte. En 2012, une dispute a été filmée dans la rue. En 2016, les autorités ont perquisitionné son appartement dans le cadre d'une enquête judiciaire. Lors de la perquisition, diverses substances et objets non déclarés ont été découverts. Si certaines accusations n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires, la présence d'objets interdits a eu des conséquences juridiques. Selon certaines sources, ces objets avaient une valeur estimée considérable. Afin d'éviter un long litige et une éventuelle peine de prison, Chumley a finalement accepté une comparaison. Après cela, il s'est retiré. Mais les dommages causés à sa réputation étaient irréversibles. On peut également dire que le fils de Rick, Corey Big Horse Harrison, a eu de nombreux comportements étranges durant la journée. Il a réussi à quitter rapidement l'établissement en urinant en public, en jetant une chaise et en s'attirant des ennuis en conduisant une moto dans un bar. Comme si cela ne suffisait pas,
Il s'est également retrouvé impliqué dans un litige concernant un véhicule de loisirs qu'il avait loué et qu'il aurait endommagé, tout en contestant la responsabilité des dommages. Le propriétaire du véhicule a prétendu que l'assistant de Corey avait retardé la restitution du véhicule et a présenté des excuses. Le véhicule était jonché de bouteilles et autres détritus, et complètement détruit à l'intérieur comme à l'extérieur lors du retour. Le propriétaire a estimé les coûts à $30,000. Bien entendu, Corey en a assumé l'entière responsabilité. La controverse ne concernait pas seulement l'acteur principal. La station s'appuyait sur des spécialistes reconnus pour évaluer des produits inhabituels, mais ceux-ci n'étaient pas exempts de controverses. Un expert en jouets, Johnny Jimenez Jr., a été arrêté, entre autres, pour violence conjugale. Même les soi-disant experts ne peuvent pas être totalement dans le vrai, comme le montre la découverte de l'expert en autographe John Resnikoff, qui s'est trompé en identifiant une signature. Le coup le plus dur, cependant, est venu de l'expert en souvenirs sportifs Drew Max, critiqué pour sa croyance aux objets contrefaits. Grâce à sa célébrité, il a pu gagner la confiance des téléspectateurs. Il a ainsi convaincu les clients d'acheter des articles de sport inutiles. Les téléspectateurs ont fini par se demander si cette apparition n'était pas un canular. Danette Varda Olivia Black. Elle a rejoint Pawn Stars en 2012 et a rapidement gagné en popularité auprès des membres du groupe. Mais elle a disparu. La raison? Les producteurs ont décidé de la retirer immédiatement de l'émission, après la découverte de photos d'elle nue sur Internet. Les clients étaient furieux. Elle n'a pas été renvoyée du prêteur sur gage, mais seulement de l'émission. Elle a ensuite entamé une carrière de mannequin et de divertissement pour adultes, prouvant qu'elle ne laisserait pas l'émission définir pleinement son identité. Un véritable scandale. L'affaire s'envenima lorsqu'on affirma que le prêteur sur gage avait fusionné une collection de pièces anciennes volées. Il affirma que sa nièce avait volé sa collection, d'une valeur de $50,000, et l'avait vendue à des prêteurs sur gage spécialisés dans le commerce de l'or et de l'argent. En 1981, il se retrouva finalement à court d'argent pour payer ses dettes. Dana a annoncé, sans prévenir, que nous allions déménager à Slaraffenland. Nous avons décidé de déménager à Las Vegas, mais il n'a pas réussi à retrouver les pièces lorsqu'il a voulu les récupérer. Le magasin a dit qu'il était impossible d'identifier les pièces et qu'elles avaient probablement fondu, si bien que l'homme s'est retrouvé sans rien. Les tentatives de Rick pour s'impliquer en dehors du prêteur sur gage échouèrent également. Espérant que la popularité du programme le rendrait rentable, il tente de construire le Pawn Plaza, un centre commercial avec boutiques et restaurants. Ça échoua. Plusieurs boutiques ont dû fermer leurs portes lorsque Rick a été accusé par des commerçants de ne pas promouvoir son activité. Suite aux plaintes déposées, Pawn Plaza a été un nouvel échec. Au fil de son existence, Pawn Stars est devenu de moins en moins authentique. Les téléspectateurs ont commencé à avoir l'impression que tout était prédéterminé, que les fêtes spontanées étaient terminées. Au lieu de laisser les vrais clients venir avec des objets intéressants apportés par les téléspectateurs, l'émission a commencé à tromper. Un véritable feuilleton familial a été créé et les arguments des acteurs semblaient inventés. L'émission, qui enseignait autrefois aux téléspectateurs l'histoire et les antiquités, s'est transformée en un désastre pour la télé-réalité. La diffusion de la 21e saison a complètement anéanti la magie de l'émission. Ce qui était autrefois un regard neuf et intéressant sur la culture des prêteurs sur gage est devenu une nouvelle émission de télé-réalité controversée, dont les audiences ont chuté et les controverses se sont multipliées. Une découverte inattendue a mis à rude épreuve ce que l'entreprise croyait savoir sur les objets rares, même si elle semblait avoir déjà tout vu. Un bijou en prime, un vélo. Chumlee s'arrêta brusquement après avoir accompli quelques tâches routinières dans le magasin. Le Spacelander était apparu et avait pris une place bien en vue dans l'entrée, tel un trophée étincelant. Après tout, Chumlee avait une certaine expérience des vélos et c'était un véritable bijou. Il en avait déjà vu une dans un musée, mais c'était la seule fois qu'il l'avait regardée de près. Il décida de s'arrêter pour la regarder, car elle était trop belle pour la laisser partir. Elle appartenait à un passionné de vieilles motos ou de vieux vélos. Ce n'était pas un excentrique comme les autres, qui gardait un vélo poussiéreux dans son garage. Il en tirait sa plus grande satisfaction. Une découverte surprenante. Il le possède depuis le début des années 1960, lorsqu'il l'a reçu en cadeau de Noël.
Dire qu'il n'était pas très enthousiaste à l'idée de s'en séparer serait un euphémisme. Compte tenu du nombre limité de ces vélos dans le monde, cela n'a rien d'étonnant. Ils furent développés par un ancien ingénieur automobile de Taka et seulement 80 exemplaires environ furent produits. Aucun fabricant de vélos important ne s'intéressant à la production en série. La plupart furent abandonnés ou enterrés dans des sous-sols. Cet exemplaire était donc assez rare. Même si Chumlee devait procéder avec prudence, il savait que c'était une occasion unique. La personne lui avait offert la somme incroyable de 20 $. Il n'aurait pas donné une telle somme si facilement. Le concessionnaire a refusé son offre. Malgré un objectif initial modeste de 7,400, ils ont procédé à quelques échanges habituels et sont parvenus à un accord à 8,700 $. Pour un objet aussi rare, c'est une excellente affaire, même si ce n'est pas donné. Chumlee a effectué l'achat après lui avoir serré la main et avoir conclu l'une de ses transactions les plus fructueuses jusqu'à présent. L'essai proprement dit a eu lieu à nouveau dans la boutique, bien sûr. Il ignorait la réaction de Rick s'il venait de laisser tomber une grosse quantité de pièces d'un vélo. Comme prévu, Rick ne se réjouit pas de la grosse somme d'argent dépensée par Chumlee. Cependant, tout changea dès qu'il vit le vélo. La voiture. Ce n'était pas une vieille voiture grillée. Si les détaillants ne parvenaient pas à vendre les vélos, ils étaient jetés. Seul un infime pourcentage est connu des collectionneurs privés. La plupart sont souvent exposés dans des musées. Malgré des décennies de silence, ce planeur spatial a conservé toutes ses pièces et sa peinture d'origine. C'est un paradis pour les collectionneurs. Il avait besoin de ces statistiques, car Rick est Rick. Pouvez-vous m'indiquer le montant? À quoi ressemblait le marché? Chumlee connaissait bien son sujet. Le prix de cette moto se situait entre 12 € et 20 $, parfois même plus, si le bon acheteur était trouvé. Cette moto est dans un état très proche des meilleures motos disponibles. Premier bonus de Chumlee et succès inattendu d'une moto rare. C'était une offre intéressante et Rick a dû l'admettre. C'est précisément à ce moment-là que le scénario a pris une tournure inattendue. Au lieu d'une recommandation, Chumlee a reçu une agréable surprise. Son premier bonus, constitué de 11 $ de Rick. Pour ceux qui ont une bonne vue d'ensemble, il s'agissait de 1 $. L'emploi du temps chargé de Chumlee a récemment frappé le propriétaire du magasin. Et cet arrangement était la cerise sur le gâteau. Ce genre d'activité mérite une certaine reconnaissance. D'ailleurs, il n'était pas le seul à avoir commis une erreur. C'est lui qui a généré le plus de revenus pour le magasin. Pouvez-vous expliquer ce que Chumlee a fait de cet argent supplémentaire? Tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il n'avait pas l'intention de placer son argent dans des actions, des économies ou des placements sans intérêt. Sa seule idée était de se faire un grill en or sur mesure avec des dents en or. Il n'avait qu'une idée en tête. Pourquoi pas vous aussi? Dès qu'il eut l'argent, il remarqua qu'il souriait. Alors que Rick essayait de le convaincre d'utiliser son esprit humain, il lui fit une suggestion beaucoup plus réaliste. Cela pouvait être un investissement pour l'avenir, ou une action Apple ou Google. Chumlee s'en fichait complètement. Les dents en or étaient, selon lui, l'investissement le plus rentable qu'il ait jamais fait. Des images d'or et de diamants scintillants tournoyaient dans son esprit, et dès qu'il eut terminé, il se dirigea vers la bijouterie. Ses pensées se bousculaient à l'idée de telles choses. Le douteux Spacelander n'était pas seulement un vélo, mais bien plus un vaisseau spatial. C'était un événement unique, rare, et un précieux témoignage historique qui rappelait le passé. De plus, le fait que Chumlee ait reçu sa première prime grâce à cet événement a contribué à l'engouement général. Il y avait quelques achats inhabituels au restaurant. Néanmoins, ce concours restera gravé dans les mémoires. C'était bien plus qu'une simple pièce de collection poussiéreuse. Ce vélo avait une grande valeur. Il avait une histoire et était en possession de quelqu'un qui l'avait gardé très longtemps. Un vélo a été conçu par un ingénieur dans la seconde moitié des années 1950, avec l'intention de changer l'apparence des vélos. Diaper Zone. L'inventeur de cette invention était non seulement un ingénieur, mais aussi un pickpocket, anticipant que les consommateurs feraient autant de commandes que les cochons. Il eut l'idée de cet appareil, assembla 80 pièces et les distribua dans des magasins de vélos aux États-Unis et en Europe. Bien qu'il n'en ait produit qu'un petit nombre, il espérait qu'elle deviendrait très populaire. Les grandes entreprises n'ayant pas prêté attention à son design futuriste, la plupart d'entre eux disparurent et furent jetés ou cachés dans des entrepôts et des caves.
À l'époque, la fibre de verre était un matériau inconnu utilisé pour la construction du cadre. Sa forme moderne et raffinée semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction, compte tenu de la tranche d'âge à laquelle il était destiné. La première version était même équipée d'un éclairage à piles, une innovation révolutionnaire à l'époque. Outre les plaques de protection incurvées et le protège-chaîne unique, le vélo comportait de nombreux autres composants qui soulignaient sa particularité. Il figurait parmi les pionniers dans son domaine. Il est possible que ce soit la raison pour laquelle il n'a jamais vraiment démarré. Autrement dit, ils n'étaient pas préparés. Ce vélo est là depuis plus d'un demi-siècle, car il est soigneusement entretenu par son propriétaire. Non seulement elle n'a jamais été repeinte ni modifiée, mais elle n'a jamais été exposée aux éléments, à la corrosion ou à la rouille. C'est une pièce que les musées rivalisaient pour intégrer à leur collection. Pourtant, elle était constamment conservée dans un garage, dans l'espoir que la bonne personne viendrait reconnaître sa véritable valeur. Le fils était conscient qu'il s'agissait d'un investissement risqué. Il avait investi environ 9 dollars, dont la vente prendrait un temps considérable. Cependant, il était également conscient qu'il s'agissait d'une opportunité unique pour le collectionneur qui convenait parfaitement à cet objet. Les gens étaient prêts à payer cher pour de vieux vélos, surtout pour des motos produites en si petite quantité. Il n'en existait qu'une poignée dans le monde. Immédiatement après leur introduction sur le marché, elles ont disparu sans laisser de traces. Rick n'était pas du genre à gaspiller de l'argent sans stratégie. Ce n'était pas son genre. Le fait qu'il soit prêt à offrir une prime à Chumley prouvait qu'il croyait vraiment à l'accord. Au fil des ans, il a été témoin d'un grand nombre de transactions jugées douteuses. Or, ce n'était pas le cas. Elles possédaient quelque chose d'unique, de spécial et offraient un potentiel de profit considérable. Si certaines acquisitions sont médiatisées, d'autres restent dans l'histoire. De plus, il existe des personnes avec lesquelles chacun prend des décisions judicieuses. Au cas où l'hydraulique primerait sur le bon sens, Chumley vous déçoit encore et encore lorsqu'il s'agit de lancer une expérimentation que vous regretterez plus tard. Dans ce cas, l'histoire tourne autour d'une vieille Buick Regal qu'il a dû apporter à l'entreprise pour une raison inconnue, afin qu'elle semble tout droit sortie des années 1980 et d'aujourd'hui, avec sa magnifique peinture aux nuances fluo-criardes de la crise de la quarantaine. Le vendeur était venu avec l'intention de vendre cette antiquité, expliquant qu'il complétait sa collection avec d'autres voitures. Il souhaitait vendre cette antiquité. Avec un peu de chance, il pouvait gagner au moins 200-500 dollars. D'un autre côté, il était évident pour tous ceux qui connaissaient l'automobile qu'investir une somme considérable dans une vieille voiture ne se traduisait pas immédiatement par une augmentation de sa valeur. En fait, cette machine n'était rien de plus qu'un tas de ferraille rutilant sur des roues coûteuses. Dans le cadre de sa présentation commerciale convaincante, le propriétaire présentait l'entreprise comme un concept de luxe aux États-Unis. Il était très fier d'avoir rénové l'intérieur, y compris le système audio, le volant et les sièges. Étude de cas sur la vente d'une voiture de luxe. De nouvelles jantes avaient été montées et il avait décoré l'extérieur de motifs rappelant les lowriders classiques. Ils ont remplacé le moteur V6 du véhicule par un V8. Concernant l'adaptation du véhicule, il l'a qualifié d'œuvre d'art. Toute personne dotée d'un esprit sain savait que le simple fait d'investir dans des modifications ne signifiait pas automatiquement que la voiture était désormais un trésor. À l'époque, la valeur de revente d'une Buick Regal ne dépendait pas de l'effort fourni pour sa préparation. Le moment tant redouté arriva enfin. Bien que la voiture fût déjà endommagée, lorsque le client le plus impulsif du secteur la vit, le mal était déjà fait. Rien d'autre ne l'intéressait. Au lieu de se conformer aux principes de tout partenaire de négociation responsable, il s'est immédiatement évanoui devant la voiture. Le concessionnaire devait rayonner et arborer un large sourire. L'acheteur était absolument enthousiaste et avait déjà hésité. Il était temps de discuter des chiffres et le prix devait en tenir compte. Le vendeur avait investi au moins 10 dollars dans cette voiture. Cependant, il était conscient qu'il ne se remettrait jamais de son état, même s'il avait l'impression qu'un miracle allait se produire. Il a donc décidé d'élargir son offre à 200-500 dollars. Les gens souhaitent ardemment personnaliser leur voiture. De plus, malgré les sommes considérables investies dans une peinture personnalisée et des jantes onéreuses, la valeur du véhicule n'a en rien été affectée par ces améliorations. L'offre de 1 $, n'était guère flatteuse.
C'est alors que la phase de négociation a véritablement commencé. Ces décisions d'achat étaient douteuses et l'affirmation du vendeur selon laquelle seuls les pneus valaient un zéro de l'heure ne faisait que souligner le caractère problématique de ces décisions. Les échanges incessants ont constitué le point le plus délicat de la situation. Le vendeur a insisté pour que le prix soit supérieur à 2 €. Au lieu de résilier le contrat, l'acheteur a estimé que l'offre était suffisante pour satisfaire ses besoins. À ce stade, la transaction était entièrement sécurisée. Cet homme, au comportement de dépenses imprévisible, avait récemment acheté une voiture vieille de plusieurs décennies, sur laquelle il n'avait aucun droit légal. Immédiatement après l'acquisition de sa dernière réalisation, il n'a pas perdu de temps pour les préparatifs. Il était prêt à retirer une plus grosse somme d'argent de la voiture. La deuxième option, car nous recherchions Warcounts Customs, une entreprise de renommée mondiale réputée pour la transformation de voitures de collection en véhicules beaucoup plus acceptables. Les autres membres de l'équipe savaient ce qui se passerait chez le prêteur sur gage. Diaper Zone, qui travaillait avec eux, n'arrivait pas à se contrôler lorsqu'il s'agissait de dépenser de l'argent pour des choses inutiles. Quelques jours plus tard, il retournait à son travail, s'évantant de ses exploits et d'affichant un large sourire, impatient de découvrir la musique qu'il tenait pour son dernier chef-d'œuvre. C'était clairement perceptible. Il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour anticiper les réactions de ses collègues.